la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Salut à tous, bienvenue Nili. Merci. Nili Naoueroun, on est ravis de vous recevoir. Je suis ravie d'être là. Voilà, alors vous êtes là pour parler d'une association. Des talents et du cœur, ça vous va bien. C'est vrai, c'est gentil. Donc, vous êtes là pour nous parler d'Israel is Forever. Voilà, une jeune association, on peut le dire, qui a été créée il y a 2 ans. Environ, voilà, par 6 cofondateurs. Donc, ils sont nombreux, on va tous les citer. Allez, pour une fois, ce n'est pas l'habitude, mais on va le faire quand même. Jacques Kupfer, qui est vice-président aussi du Likoud mondial. Yves Azout, Nili Pichon, Nora Gaillot, Céline Berdugo et vous-même, Nili Naouri, qui est avocate, on va dire, dans la vie civile. Exact. Alors, pourquoi créer encore une association francophone ? Il y en a plein déjà. Il y en a plein. Il y a plein d'associations qui s'occupent du social, justement. Mais une association comme Israel is Forever, il n'y en avait pas. Et ça manquait dans le paysage francophone, puisque c'est une association pour la mobilisation des forces sionistes francophones. C'est une association qui est politique, à vocation politique, qui veut faire pression sur les gouvernants, qui veut faire monter la voix du peuple et surtout celle du judaïsme français, du sionisme français, qui est un sionisme sans complexe, qui est un sionisme pur et qui aime inconditionnellement la terre d'Israël et qui est prêt à beaucoup et à montrer la voie. Un sionisme sans complexe, ça veut dire quoi ? Sans complexe, ça veut dire qu'on aime Israël inconditionnellement et qu'on est prêt à comprendre qu'on le connaît d'ailleurs, qu'on connaît notre droit sur notre terre, qu'on a espéré chaque année à Pessah, l'an prochain à Jérusalem, qu'on l'a rêvé et que enfin une fois monté en Israël, on n'a pas envie de faire de compromis sur aucun centimètre de la terre d'Israël. Et ça, peut-être que les Israéliens qui sont nés ici n'ont pas justement cette vision, ils ne comprennent pas. Ils ont du mal à comprendre. Oui, parce qu'ils n'ont jamais été étrangers en terre étrangère. Et nous, on l'a ressenti et donc on a compris quel est le rôle de l'État d'Israël. On connaît aussi bien notre histoire, on sait ce que c'est un juif de ghetto, un juif qui est dépendant des nations étrangères, qui dépend aujourd'hui encore d'ailleurs, la communauté juive de France est encore dépendante de la police française pour assurer sa sécurité, et ça c'est une catastrophe. Et donc on sait que... En même temps, c'est bien que ça existe pour ceux qui sont encore en France. Ça c'est sûr, et quand on voit l'inefficacité des forces françaises, ça fait peur. Donc nous, on préfère qu'ils soient ici et que leur sécurité soit aux mains de juifs. Alors ça, l'inefficacité des forces françaises, je vous reprends, je suis obligée, parce que je pense que le terrorisme, tout le monde y est confronté dans tous les pays, et que nous aussi, c'est pas toujours facile, mais je comprends ce qui se cache en sous-texte, voilà, derrière ce que vous venez de dire. Alors, ok, une association, Israel is Forever, quels sont vos buts ? Qu'est-ce que vous voulez arriver à faire ? Alors, nos buts, on a plusieurs buts qui sont déclarés, mais d'une manière générale, c'est qu'on est persuadé que le sionisme français, que le judaïsme francophone est capable d'être la locomotive du peuple. Dans le sens, une grande idée pour l'Alliance de France. C'est une grande idée, mais on a un très grand rôle ici, parce qu'on est capable de rallier tout le peuple autour de nous, pour la simple et bonne raison qu'en Israël, il y a beaucoup d'étiquetage. On est très divisé malheureusement ici. Il y a les Haridim d'un côté, il y a les Kippot Srugot, il y a les Chilonim anti-religieux, il y a les religieux. Il y a les Chilonim qui aiment bien tout le monde. Oui, il y a de tout. Non, ça c'est sûr qu'il y a de tout. Mais on est quand même... dans très des boîtes. étiqueté, c'est vrai. Ça, c'est clair. Et les Juifs de France, ils ont ce sionisme qui est un amour pur donc, pour Israël. Et en même temps, ils sont très attachés à leur tradition, à la tradition juive, même s'ils ne sont pas forcément religieux. Mais donc, cet alliage n'est pas tellement connu des juifs israéliens. Et puis le fait aussi d'avoir grandi en dehors d'Israël avec des gens différents, forcément, nous a ouvert. Ça ouvre l'esprit. Mais c'est évident. Tout à fait. Pour nous, un juif est un juif, qu'il soit habillé en bleu, en blanc, en noir, peu importe qu'il ait une kippa, pas de kippa, ça change rien pour nous. Tout à fait. C'est Farad, Ashkenaz. On a vécu ensemble en France et donc on sait comment vivre ensemble ici. Et donc on est persuadé que
les Juifs de France peuvent cimenter tout le peuple juif. Alors maintenant, autour de quelles idées ? La première idée principale, c'est d'encourager, d'aider à l'application de la souveraineté sur la totalité de notre territoire. On connaît notre histoire, on sait quels sont nos droits sur toute notre terre, en particulier en Judée et en Samarie, qui sont le berceau de l'histoire juive. Et on n'est pas prêt à faire de compromissions sur ces terres, d'autant plus lorsque on sait où ces compromissions nous ont amenés dans l'histoire d'Israël récente. Donc j'imagine un libre accès aussi au lieu saint. Alors tout à fait, c'est notre deuxième point, Cathy. Donc c'est quand même hallucinant de devoir exiger, et que ce ne soit pas un droit inaliénable, de pouvoir, pour un juif, aller visiter les lieux saints en toute liberté. Alors quand on parle des lieux saints, on parle de quoi ? Alors on peut les parler... lieux saints qui sont un peu problématiques. Tout à fait. Donc on peut parler du tombeau de Yosef, qui est à Shrem. C'est quand même... hallucinant de penser que Yosef a exigé des Bnei Israël de le ramener en terre d'Israël, d'Égypte, et qu'il se trouve en ce moment en territoire A, qui est donc et administrativement et militairement occupé par les Arabes, et qu'on ait le droit d'y aller que 2 à 3 fois par année, sous les scores de Tsahal, en pleine nuit, comme encore les Juifs de Ghetto. D'accord. Donc vous organisez, j'imagine... Donc on a organisé des pèlerinages avec les drapeaux d'Israël, à Shrem sur le tombeau de Yosef. On a également organisé un pèlerinage très puissant à Yehoshua Binoun, sur le tombeau de Yehoshua Binoun. Lui aussi, ça aussi, c'est un lieu qui n'est pas accessible. Non plus, la même chose. Voilà. Donc 2 à 3 fois par an. C'est près d'Ariel, je crois. C'est près d'Ariel. Dans un village, en plein milieu d'un village occupé par les Arabes. Et donc, Tsahal ouvre un couloir de sécurité en plein milieu de la nuit pour que les Juifs puissent y aller. Ce qu'on a amené de nouveau là-bas, c'est que dans tous les pèlerinages, il y a énormément de Juifs Shomrei Mitzvot religieux qui y vont, donc des Haridim, des Chassidim, des Kippot Srugot aussi. Mais nous, ce qu'on a amené, c'est le drapeau d'Israël. Et donc, on a fait un véritable défilé là-bas, dans le village, en chantant des chants d'Eretz Israël, en scandant... Comment vous êtes perçus par les Arabes qui vivent là-bas ? Ils se sont tus, on les a pas entendus, on les a pas vus. C'est comme si que le village avait été déserté, donc ça a dû certainement être des précautions qui ont été prises par l'armée. Donc, je vais pas vous dire quelle a été leur réaction, puisque je l'ai même pas vue. Et on s'en est très bien sorti comme ça. Donc voilà, mais en tout cas, c'était très fort de pouvoir rendre hommage au premier chef d'état-major d'Israël, avec le drapeau d'Israël indépendant. Alors, et le troisième point, j'imagine qu'il y a aussi le monde du Temple. Le monde du Temple, qui est vraiment d'actualité en ce moment, tout à fait. Puisque cela fait déjà un certain moment que nous avons d'abord donné l'idée des Plugot Harabait, les commandos du Harabait. Il y avait pendant le mandat britannique les Plugot à Kotel, qui étaient des sections de Bétarim qui accompagnaient les Juifs qui voulaient aller prier au Kotel, puisque les Arabes les en empêchaient, et surtout le mandat britannique interdisait de sonner le chauffard à la fin du jeûne de Yom Kippour. Et il y avait donc des Bétarim qui se débrouillaient toujours pour amener un chauffard. Donc vous avez recopié cette idée-là. On a repris cette idée, voilà. Vu que beaucoup de nos cofondateurs sont des membres du Bétar, dont moi-même. Et donc, nous avons repris cette idée. Et l'idée, c'est que malheureusement, bien que nous soyons un État indépendant, bien que Motagour ait décrété que Harabait Beyadenu, le monde du Temple, est entre nos mains il y a 50 ans, nous n'avons pas de libre accès au Kotel, au Harabait. Et donc, nous voulons absolument appeler à monter en masse au Harabait, parce qu'il n'y a que notre présence. Alors, c'est controversé quand même. Est-ce que vous arrivez à trouver des terrains d'entente entre les rabbins, qui pensent que selon la halakha, c'est interdit de monter sur le Harabait. Il y en a qui disent qu'au contraire, il faut y aller. Nous sommes une génération particulière et qu'il faut y aller. Alors, d'abord, il y a peu de temps, on a retrouvé un écrit du Rav Goren,
donc qui était le Rav de l'armée pendant la guerre des 6 jours, et qui a sonné le chauffard justement au Kotel, qui s'est insurgé contre la rabbanout harachite, contre l'interdiction donc de monter sur le Har Habayit. Moi, l'autorisation du Rav Goren de monter sur le mont du Temple, elle me suffit largement. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a certains rabbins qui prônent que ça n'est pas possible au niveau ilkhatique, mais il y en a beaucoup d'autres qui savent que le tour qui est... il y a un parcours qui est autorisé. Et au niveau halakha, il n'y a aucun problème. Bien entendu qu'il y a aussi d'autres prescriptions et d'autres précautions à prendre. Avant d'y aller. Il faut aller au mikvé, il ne faut pas porter de chaussures en cuir. Donc tout ça, bien entendu, nous n'appelons pas à monter n'importe comment, bien entendu avec toutes les règles qui ont été dictées par nos rabbins. Mais de monter aujourd'hui, c'est une exigence de notre génération. C'est notre rôle aujourd'hui de le faire. Chaque génération en Israël doit avoir une mission. Alors, il y a eu des générations qui sont montées, les Chaloutzim, et qui ont asséché les marécages. C'était l'exigence de leur génération. Il y en a d'autres qui ont dû obtenir l'indépendance. Et il y en a d'autres qui ont dû libérer la terre. Et aujourd'hui, nous, notre exigence, c'est de libérer le mont du Temple. Alors justement, vous êtes monté sur le mont du Temple il n'y a pas très longtemps, mais ça ne s'est pas très bien passé. Enfin, en tout cas, je ne sais pas. Ça s'est très bien passé, d'accord, d'un certain côté. En tout cas, c'est mal parti, on va dire. Miri Regev donc, avait appelé les Juifs à célébrer le 50e anniversaire de la libération du mont du Temple et donc à y monter en masse avec les enfants et dans l'allégresse. Et donc, nous avons suivi son instruction. Et donc, on a fait un appel à tous nos membres pour venir monter avec nous. On était nombreux, mais on a dû être en fait divisés par groupe, puisque c'est que par petites vagues qu'on a pu monter. Donc, quand on est monté, on était seulement une petite vingtaine. Mais regardez comment 20 personnes peuvent changer énormément de choses en Israël. Je crois qu'au bout de quelques minutes, on vous a gentiment poussé vers la sortie. Alors qu'on avait fait 2 heures d'attente, de vérification, et 2 heures donc sous un soleil tapant. Au bout de 2 heures, on nous a enfin autorisés à rentrer, mais c'était pour juste nous faire sortir au bout de 3 minutes. Donc là, on a dit que c'était pas possible, que ça n'était pas le tour. Alors, ils ont invoqué des prétextes techniques, l'heure était terminée, mais bon, ça faisait quand même 2 heures que nous, on attendait. Et c'était pas vrai, parce qu'ils avaient augmenté les horaires pour Yom Yerushalayim, justement pour permettre à tout le monde de monter. Alors, il y avait encore des groupes derrière nous d'ailleurs qui attendaient. Et donc quand on est monté, au lieu du tour habituel qui dure environ 1 heure, au bout donc de 3 minutes, on nous a demandé de sortir. On a commencé à discuter avec les policiers en disant que non. Policiers israéliens, bien évidemment. On leur a dit qu'on ne bougeait pas, que la ministre avait appelé, que le ministre de l'Intérieur devait mettre les effectifs pour assurer notre sécurité, parce qu'on sentait bien que les Arabes commençaient à s'amonceler autour de nous. Mais on n'a pas bougé. Et à partir du moment où on a vu que les policiers commençaient à nous sortir de force, alors là, on a dit qu'il fallait qu'on prouve qu'on était là, qu'on fasse un geste pour prouver notre souveraineté sur le mont du Temple. Et donc, on a entonné la Tikva. Ça a été une Tikva extraordinaire, certainement la plus belle de ma vie. En tout cas, il fallait avoir été présent pour entendre la foule arabe, mais hurler de colère. Comment un juif a pu oser chanter l'hymne national israélien sur notre esplanade des mosquées. C'était ça ce que ça voulait dire, ce cri. Bien sûr. Donc, les policiers nous ont poussés de force vers l'extérieur, pendant que les émeutes ont bien entendu commencé, puisque les gens du Waqf même voulaient lever la main sur nous. La police israélienne, ce qui est une première, et ce qui est une première, c'est que les gens du Waqf ont été arrêtés. Ça, c'est une première, et la police israélienne ne s'est pas démontée. Non, la répression a été bien musclée. Oui. Donc, nous. Ce qu'il y a eu comme conséquence, c'est des conséquences très importantes. D'abord, la première, c'est qu'une des personnes qui nous accompagnait était un juif américain qui habite dans le vieux quartier, dans le quartier de la vieille ville, et qui a l'habitude de monter très souvent. Et il est venu nous dire, Kol hakavod, les juifs de France, on a besoin de vous. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui a eu l'idée de chanter la Hatikva.
Donc, c'est interdit quand on sait que on interdit aux Juifs de prier, tout à fait. de monter avec un sidour, de même murmurer. Murmurer, c'est même compliqué. Donc, exact. J'imagine que chanter la tikva, c'était. Ouais, non, c'était du grand, du beau. En tout cas, ils donc, ont ce juif américain vous a félicité. Il nous a félicité. C'est passé, bien entendu, dans la presse. Là, ils ont dû moins vous féliciter. Oui, c'est pas grave. Pour ce genre de choses, on est capable de supporter toutes les critiques. La deuxième chose, c'est que une semaine après, des Arabes ont jeté des pierres contre des Juifs qui étaient venus... qui étaient venus pèleriner sur le mont du Temple. Et pour la première fois, le mont du Temple a été fermé aux Arabes et pas aux Juifs. Parce qu'avant, en général, lorsqu'il y avait ce genre d'émeutes, même s'il y avait des Juifs qui n'avaient pas le droit d'y aller. Donc, deuxième conséquence. Et la troisième conséquence, c'est que le gouvernement jordanien a vivement critiqué les sionistes qui avaient chanté l'hymne national israélien sur le mont du Temple. Preuve d'abord que 20 juifs français peuvent avoir un écho international. Et ça a également prouvé que la Jordanie pensait encore avoir un quelconque droit sur le mont du Temple. Donc ça aussi, ça réveille les consciences. Là, aujourd'hui, c'est quand même la Jordanie qui est... La Jordanie, qui est en charge, alors on va dire. On peut commencer à parler maintenant de droit international parce que ça, je m'y connais aussi un petit peu. Oui. La Jordanie n'avait aucune autorité, selon le droit international, de gouverner même de 48 à 67. Donc, ce qui est également une preuve que nous n'avons pas conquis la Judée-Samarie et Jérusalem, le côté est de Jérusalem, dont le mont du Temple, mais nous les avons libérés d'une puissance étrangère qui les avait occupés pendant 19 ans. Donc, c'est vrai que Moshe Dayan, quand il est arrivé, il a dit « Je n'ai pas besoin de ce Vatican ». Et donc, il a donné les clés au Waqf. Et donc, effectivement, des accords ont été signés. Mais il y a encore avec la Jordanie. Mais il y a encore... D'abord, ça ne voulait pas dire que le Waqf était censé faire la sécurité sur toutes l'esplanade. C'est ce qui se passe depuis 50 ans. Non, pas depuis 50 ans, détrompez-vous. Alors d'ailleurs, Jacques Hupfer, mon père, avait organisé un misdar de Bétarim en 68 sur le mont du Temple. Je connais plein de gens qui ont été sur le mont du Temple. Depuis combien de temps alors Mais ça n'a fait que la situation se détériore au fur et à mesure qu'on parle de paix. C'est ça le problème. C'est que plus on parle de paix et plus il y a des émeutes. Avant, il y avait une coexistence beaucoup plus pacifique. Les Juifs pouvaient rentrer sur le mont du Temple. Mais même moi, j'ai été prendre un café à Jéricho en 85. Il n'y avait aucun problème. On allait faire notre marché à Gaza dans la même période. Donc, c'est sûr que les choses ont beaucoup changé. Ouais. Alors, Israel is Forever, vous avez aussi une action en France, puisque vous avez monté le pendant de votre association israélienne en France. Tout à fait. Et alors là, les buts sont un peu différents. Un peu différents, de par leur présence physique, donc encore à l'étranger. Donc, bien entendu, c'est de promouvoir l'Aliyah. Mais tant que les Juifs ne sont pas montés, c'est de défendre le peuple juif et les valeurs et les droits du peuple juif et sa dignité à l'étranger. Alors donc vous luttez contre la désinformation, j'imagine. On lutte contre la désinformation qu'il y a de manière permanente contre Israël. Ça c'est une grande habitude des médias français. Tout à fait, vous organisez des séminaires, vous faites venir des gens des conférenciers, la situation. Tout à fait, qui expliquent quelle est la réalité. Et puis, nous luttons très activement contre le BDS. Donc, à chaque fois qu'il y a, en tout cas qu'on est au courant qu'il y a une manifestation du BDS et qu'ils sortent les drapeaux palestiniens, on est là avec les drapeaux d'Israël. Et vous faites une contre-manif. Et on fait une contre-manif, tout à fait. On est sur le terrain et on a aussi des renseignements. On a aussi des relations avec Israël à l'aéroport, enfin la sécurité de l'aéroport, vu que nous informons aussi Israël lorsqu'il y a des agents du BDS qui arrivent en Israël et qui n'ont pas le droit de rentrer d'après les nouvelles lois. Et donc, nous avons déjà fait
intervenir la sécurité à l'aéroport pour les stopper. Alors, vous faites aussi la promotion de l'ALIA. Évidemment, vous essayez de mettre en relation des gens qui ont envie de faire leur ALIA, de leur faciliter l'accès à l'information. Tout à fait. Mais vous avez, comme vous l'avez dit en introduction, votre vocation est une vocation politique. Ça, je crois qu'on l'aura compris. Et vous avez, auprès de l'UNESCO, n'est-ce pas, mené 2 actions. Donc, une qui a déjà quelques temps. Vous avez projeté à l'époque où l'UNESCO a annihilé complètement... tout lien entre le monde du Temple et le peuple juif. Tout à fait. Vous avez fait une action, on va dire... Une action choc. Voilà. On a projeté une énorme image de Jérusalem, du Temple, et du mont du Temple sur l'immeuble de l'UNESCO. Pendant combien de temps ? Ça a été pendant, je ne sais plus, quelques minutes, je ne sais plus si c'était une demi-heure, avant que la police n'arrive en tout cas. Bien évidemment. Quoiqu'on n'a rien endommagé, donc il n'y avait même aucun problème au niveau légal. Mais, donc on a projeté donc, cette image de Jérusalem avec l'inscription Jérusalem, ville indivisible, capitale indivisible et éternelle du peuple juif. Okay. Et vous avez fait ça aussi sur M6 ? Et on a fait ça sur M6 qui avait projeté une émission, qui avait diffusé une émission extrêmement antisioniste, donc antisémite. Et donc, on en a profité pour faire une deuxième projection là-bas. Bon, alors ça, c'était, on va dire, pour Jérusalem. Voilà, mais une action un petit peu... pour le fun, pas pour le fun, mais disons spectaculaire. Voilà. Voilà. Par contre, vous faites aussi des actions un peu plus, on va dire, qui rentrent dans le fond des choses, parce que je crois que vous venez, et c'est d'actualité tout à fait, de déposer une résolution, une plainte, voilà, contre la résolution de l'UNESCO, l'UNESCO qui vient en ce moment de décider que Hebron était un haut lieu de l'islam. Tout à fait. Voilà. Ce qui est quand même incroyable de penser que là où nos ancêtres ont vécu... Sont enterrés surtout. Sont enterrés et y ont vécu parce qu'on n'est pas seulement... on appelle ça des sépultures, mais le peuple juif a vécu ici. Hebron a été la première capitale du roi David, avant qu'il ne l'installe à Jérusalem. Hebron, c'est la source de tout. Et donc, c'est les nations qui viennent nous rappeler aujourd'hui, nous rappeler aujourd'hui à notre devoir, puisque nous ne sommes pas assez certainement capables de lutter assez pour Hebron. Alors, qui a décidé, Nili Naouri, de déposer, on va dire, cette plainte ? C'est Israelis Forever. Tous ensemble ? Oui, on a des décisions. Bon, c'est à l'initiative de Jacques Hupfer, qui est qui est l'initiateur de beaucoup de nos événements. Mais bien sûr, c'est une réflexion qui est commune. Qui était globale. Alors, vous avez été reçu à l'UNESCO ? Alors c'est nos représentants de France qui ont eu l'idée de déposer la plainte à l'UNESCO. Jacques Hupfer qui a rédigé l'acte d'accusation. Et donc, nous avons été effectivement reçus par l'UNESCO. Donc, Jérémy Hershkovitch, qui est notre président en France, et Sophie Ben Moussa, qui est notre secrétaire générale, ont été donc reçus par les délégués de l'UNESCO. Et donc, on remis cette plainte au nom du peuple juif, contre cette résolution ignoble qui essaye de spolier notre passé pour finalement annuler notre avenir, parce que sans notre passé, nous n'avons rien à faire en Eretz Israël. Mais c'est fou, parce que ça fait quand même 2 fois que l'UNESCO, alors que ça a été décrié, que les nations qui avaient voté aussi cette résolution niant tout lien entre Jérusalem et le peuple juif, ils s'étaient excusés, etc. Bref, ils ont recommencé. Ils ont recommencé, mais peut-être que, comme je l'ai dit, c'est un rappel des nations. Peut-être que ça nous fait du bien, justement, parce que avant, nous, on se cache beaucoup en tout cas, nos gouvernements se sont beaucoup cachés derrière des prétextes sécuritaires. On ne peut pas quitter la Judée-Samarie parce qu'on n'aura que 14 kilomètres entre notre côte et nos terres. Mais ce n'est pas là le vrai fond du problème. La véritable raison pour laquelle Eretz Israël est à nous, c'est parce que
nous y avons droit, c'est notre droit. Dieu nous a légué cette terre. Et comme disait Menachem Begin, nous sommes là par la force du droit et non pas par le droit de la force. Et c'est exactement ce message qu'on veut faire passer. Alors, je crois que cette nouvelle résolution contre Hebron, niant le lien de Hebron avec le peuple juif, a profondément énervé notre Premier ministre, puisqu'il a décidé de diminuer les sommes, le budget qu'il alloue à l'UNESCO, parce qu'il faut savoir que l'UNESCO est aussi financé par Israël, et il a décidé d'allouer ce million de shekels, de le retirer, ou de dollars, pardon, ce million de dollars, de le retirer et d'en faire un musée à Hebron. Tout à fait. Il ne faudrait pas seulement que ce soit un musée, il faudrait aussi que ce soit des constructions pour que les Juifs y vivent. Aujourd'hui, il y a Kiryat Arba, mais il y a aussi Hebron, le yishuv juif de Hebron. Certains disent quand même qu'il y a énormément d'Arabes qui vivent à Hebron pour une petite poignée de Juifs. Serait peut-être pas plus simple de faire les choses autrement ? Oui, ça c'est sûr. On fait les choses beaucoup plus simplement si on dégageait tous les Arabes et il n'y avait que des Juifs. Ça serait la chose la plus simple à faire. Malheureusement, il faut faire avec. Et vous savez, mais est-ce que au c'est niveau bien du prorata, de tenir ce genre de propos ? Tout est très réaliste. Le fait d'être en Israël, un tout petit pays entouré de tant d'États arabes, ça aussi on peut dire que c'est pas réaliste. Quand on a déclaré l'indépendance du pays, on était une minorité ici, on pouvait dire aussi que c'était pas réaliste de déclarer l'indépendance. Quand on s'est battu dans toutes les guerres d'Israël contre 5-6 armées arabes, on pouvait aussi penser que c'était pas réaliste, mais qu'est-ce qu'il y a ? On a un Dieu qui nous regarde depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année, qui nous protège et qui nous suit lorsque on est fidèle à l'héritage qu'il veut nous donner. Alors, on vous sent très à chaud, très concerné par ce problème, très politisé. Évidemment, vous vous en cachez pas. C'est votre droit. D'ailleurs, vous organisez, dans le cadre des activités d'Israël Forever, une journée à Hebron. Alors, cette journée, donc, c'est aussi mon père Jacques Pfer qui l'a initiée il y a 30 ans. Donc, aujourd'hui, on va fêter la 30e édition. Mais c'est vrai que là, ça se cadre extrêmement bien avec la résolution de l'UNESCO. C'est en fait le deuxième volet maintenant de cette opération anti-UNESCO. Donc après la résolution choc de notre équipe en France, on va attaquer le deuxième volet. Tous les étés en fait. Tous les étés, c'est l'événement sioniste de l'été des Juifs de France. Et on a pratiquement tout le temps plus d'1 millier de personnes qui viennent avec nous. Donc on visite les sites historiques de la ville avec des guides qui expliquent à quel point l'histoire de Hebron, c'est l'histoire du peuple juif et depuis Avraham Avinu, et donc c'est impossible de penser à notre avenir sans réfléchir à notre passé. Comment ça se déroule concrètement ? Voilà, donc on a des départs de toutes les grandes villes du pays vers 8h du matin. On arrive là-bas, des visites donc sur les sites historiques. Ensuite, nous allons aller à la Yeshiva Shavei Hebron, où les étudiants de la Yeshiva sont des garçons extraordinaires qui allient l'étude de la Torah et le service militaire. Ensuite, nous allons faire un défilé qui est un défilé... plus bleu-blanc, ça n'existe pas. Donc, pratiquement tout le monde porte un drapeau d'Israël et c'est en chantant et en dansant que on défile dans les rues de la ville. Et on va comme ça jusqu'à la Me'arat HaMarpela, au caveau des patriarches, où donc nous allons prier. Et ensuite, nous avons un grand déjeuner champêtre sur les pelouses juste en face de la Me'arat HaMarpela. Combien de personnes l'année dernière il y avait avec vous ? On avait 800 personnes l'année dernière. Cette année, on en attend même plus, vu déjà les réponses enthousiastes que l'on a à cause de l'actualité. Zev Elkin sera le ministre, il est le ministre de Jérusalem et du patrimoine, et aussi de l'environnement, mais donc sera également avec nous. On a un orchestre qui assurera la partie musicale. Donc tout se prépare à Hebron pour nous accueillir. Alors si on veut s'inscrire, on fait comment ? Alors, on appelle le numéro
que j'aimerais bien avoir, mais je ne l'ai pas sur moi. Il faudrait que je le recherche. Grave, mais peut-être sur Facebook. Vous allez, alors, d'abord, vous avez le site IsraStage qui prend les réservations. Donc, vous pouvez aller sur israstage.com. C'est comme un concert. C'est un concert. Devient très sérieux. Ouais. Okay. Donc voilà, il y a un numéro qui apparaît sur nos flyers et sur les affiches que vous allez voir Une dans page Facebook, toute la ville. Ce sera peut-être Nous avons bien entendu notre page Facebook Israel is Forever. Notre logo est une menorah, donc une menorah bleue. Vous allez la reconnaître. Donc, bien entendu, vous avez toutes les informations aussi sur notre page Facebook. Alors, juste avant de nous quitter, parce qu'on a parlé de plein de choses, on a beaucoup raconté, on vous a vu déterminé et passionné par votre association, votre sujet Israël que vous maîtrisez parfaitement. Alors, comment vous êtes perçu, puisque vous nous avez dit que vous avez des liens avec les politiques en Israël, notamment pour éviter que les membres du BDS viennent semer la panique ou le trouble sur notre territoire. Comment vous êtes perçu par les politiques de tous bords? On a bien compris que vous aviez une couleur politique, mais les autres, comment ils vous perçoivent? Ils nous perçoivent très bien parce qu'ils savent quelle est la force du judaïsme français. D'ailleurs, dans toutes nos actions, on a eu des ministres qui nous ont accompagnés. On a rencontré énormément de ministres et du Likoud et du Beit Yehoudi. Ça, pour le coup, ils sont plutôt de votre bord. Mais les autres... Oui, tout à fait. Ça, c'est sûr qu'on ne va pas aller voir les ministres. Enfin, d'abord, il n'y a pas de ministre de gauche. Non, mais d'accord, mais encore une fois, notre action regroupe et veut regrouper tous les juifs sionistes de droite francophones, si ce n'était pas encore assez clair. Donc, on n'est pas encore une fois affilié à un certain parti, mais toutes les tendances de droite peuvent s'y retrouver. Quand on parle c'est votre objectif, c'est notre objectif de monter un parti politique? Ah non, pas du tout. Notre objectif, c'est de faire entendre la voix du peuple. Encore une fois, il y a beaucoup de choses, bien entendu, qu'on peut faire en tant que ministre ou député, mais les lobbies de pression et la voix du peuple, c'est quelque chose qui est extrêmement importante. Et dans l'histoire du peuple juif, ça n'a pas été forcément les gouvernants, les gens qui étaient à la tête qui ont pris les décisions, qui ont fait avancer l'histoire du peuple juif. Et nous sommes persuadés que les Français... ont ce rôle à jouer de faire avancer l'histoire d'Israël. Juste une dernière question. Qu'est-ce qui vous a le plus touché, ému, transcendé depuis que vous avez monté cette association? Je vous ai dit, cette Hatikva sur le mont du Temple, ça a été un moment exceptionnel parce que je suis sûre que le Har HaBayit, le mont du Temple, c'est le nœud de tout le problème et que une fois qu'on aura assis notre souveraineté sur le mont du Temple, alors tout ne sera plus que détail. Et donc d'affirmer avec une telle force que nous sommes les souverains et nous allons chanter notre hymne national, ça a été un moment exceptionnel. D'accord. On va finir sur ces jolies paroles. Merci beaucoup, Nelly Kupfer, d'être venue. Et au moins, ce n'était pas mièvre et parvé, on peut dire ça comme ça. Non, voilà, vous assumez. C'est pas mon et c'est mon tout style. C'est tout à votre honneur. Voilà, je suis sûre que ça aura fait plaisir à de nombreux auditeurs. Merci encore et à très bientôt. Merci, Cathy. Ciao. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.